Bienvenue sur Ici Beyrouth, sur Ici l'entretien, où aujourd'hui nous recevons avec grand plaisir le sénateur français pour les Français de l'étranger, Yan Chantrel. Bonjour monsieur le sénateur, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer directement. Que venez-vous faire au Liban aujourd'hui alors que la France ne va pas si bien que ça et que donc vous avez peut-être plus de rôle et de travail à faire là-bas? Oui, en fait, je voulais venir au Liban parce que moi, je suis sénateur des Français de l'étranger. Je représente tous les Français partout dans le monde. Et le Liban est un pays très important pour la France, notamment. Et je voulais justement venir pour voir un petit peu la situation, déjà, ne serait-ce qu'au Liban, et pouvoir discuter aussi avec les francophones, les francophiles, parce qu'au Sénat, je travaille beaucoup aussi pour renforcer les liens entre nos pays, pour permettre des échanges universitaires ou scientifiques. Donc je suis venu spécifiquement pour discuter notamment de ces sujets-là ici au Liban. Donc vous êtes sénateur des Français de l'étranger, on entend souvent parler des députés des Français de Mhm. l'étranger, pas souvent des sénateurs, et vous représentez tous les Français du monde. Est-ce que c'est pas un peu trop d'être représentant de ces millions de Français à travers 5 continents? Oui, c'est un challenge effectivement, mais après il faut savoir qu'on a justement des élus aussi locaux, ce qu'on appelle des conseillers des Français de l'étranger, qui sont élus partout dans le monde et qui sont en lien avec nous, puisque c'est eux aussi qui élisent les sénateurs et sénatrices qui les représentent. Je pense que c'est important d'avoir des parlementaires sur l'ensemble du globe parce qu'on a une vision globale de certains sujets qui peuvent nous concerner, que ce soit l'éducation, les problématiques qui peuvent être posées par nos compatriotes, que ce soit par rapport à leur retraite, par rapport à leur reconnaissance de diplôme. On a accès justement à des problématiques qui peuvent être globales et on peut essayer d'agir de manière globale sur les politiques publiques françaises notamment, au niveau de sa politique extérieure. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir pas juste une vision, de voir l'ensemble de la diversité du monde et de pouvoir ensuite, nous, la représenter également au Parlement, parce qu'on est là aussi pour représenter la diversité des idées et la diversité des manières de faire dans le monde au Parlement français, parce qu'on fait aussi la loi, bien sûr, la loi française, avant tout. Donc je pense que c'est Aujourd'hui, une les richesse. Français de l'étranger que vous rencontrez, que vous représentez surtout, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes élu depuis 2021, donc ça Mhm. fait 4 ans. On a vu des choses dans le monde et en France Ouais. ces 4 dernières années. Qu'est-ce que ces Français vous disent? Alors, en règle générale, je pense que dans le monde entier, il peut y avoir aussi une inquiétude de la part de nos compatriotes. Des fois, ils sont eux-mêmes concernés dans certains pays à travers la montée des discours intolérants, des discours de rejet des immigrés, parce qu'eux-mêmes sont des immigrés dans les pays concernés. Donc, ils peuvent être victimes également de certaines politiques discriminatoires vis-à-vis des populations. Donc là, il y a une vraie conscience globale aussi d'une nécessité d'être solidaire et d'aller à l'encontre justement d'une idéologie de rejet qu'on peut voir à l'œuvre aux États-Unis, notamment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui les percute également très fortement. Alors après, bien évidemment, en fonction des pays dans lesquels on n'a pas les mêmes problématiques, bien évidemment. C'est très différent entre des Français qui vivent en Europe déjà, qui ont accès quand même à un marché commun, qui ont accès à des règles communes sur beaucoup de sujets, qui les aident pour leur vie, ce qui n'est pas le cas quand on est en dehors de l'Europe, justement. Donc il y a des sujets de préoccupation qui peuvent être très divers, mais les sujets de préoccupation, ils sont un peu comme pour toutes et tous, en fait. C'est souvent comment avoir une éducation, des fois en français, pour mes enfants. Ça peut être aussi par rapport à des questions sociales aussi, parce qu'il y a des compatriotes dans le monde qui peuvent être en difficulté financière. Donc comment faire pour que la France puisse les aider également? Comment faire pour aider, accompagner des entreprises françaises également localement qui participent à l'économie du pays dans lequel ils sont. Mais, Donc c'est tout un tas de sujets finalement qu'on retrouve partout mais dans... est-ce que ces Français de l'étranger, surtout quand vous dites qu'ils ne sont pas en Europe, qui peuvent Oui, être au Canada, aux États-Unis, en Australie, loin de ouais, la métropole, ouais. euh, comme les dom-toms par exemple. Mais Mhm. on peut trouver peut-être. Est-ce qu'ils sont pas trop loin de Paris? Donc c'est une représentation qui peut être parfois sentie symbolique. Ouais. Alors, c'est pas forcément symbolique parce qu'ils ont des problématiques très spécifiques qu'ils peuvent défendre. Ils s'aperçoivent souvent qu'il y a des problèmes d'ailleurs. Quand il y a eu la pandémie, ils se sont rendus compte que c'était important d'avoir des élus justement parce qu'ils pouvaient même pas rentrer pour certains en France. Et donc, je pense que il y a effectivement un attachement toujours à leur pays. Surtout dans la situation dans laquelle on est. En plus, il y a une crise politique actuellement en France, donc leur attachement est d'autant plus important et plus fort. Et ils ont une vraie valeur ajoutée parce qu'eux-mêmes vivent des choses
très différentes, particulières, comme je disais. Des fois, ils ont des nouvelles mesures, des choses intéressantes qui se passent dans leur pays et qui peuvent partager à travers leurs élus, que ce soit leurs parlementaires, leurs élus locaux. Nous, on est là aussi comme un terrain d'expérimentation monde où il se passe des choses, positives ou négatives, mais à nous de piocher dedans et de pouvoir le reprendre pour le défendre des fois en France. Vous êtes un des défenseurs pour avoir plus de démocratie participative, notamment avec les référendums d'initiative partagée. Est-ce que ça compte aussi pour la diaspora? Est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora, considérant qu'avec les technologies qu'on a de communication, est-ce que la diaspora peut être plus active au niveau politique au sein de la métropole? Oui, je pense que c'est essentiel. Il faut lui donner les moyens de pouvoir s'exprimer à la population française, où qu'elle soit en France ou hors de France, de manière autre que juste élire des élus tous les 5 ou 6 ans. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je travaille depuis le début de mon mandat, effectivement, à renforcer, parce qu'on voit bien qu'actuellement, même en France, il y a une crise aussi de la démocratie représentative. Les gens ne se sentent plus représentés suffisamment dans leur diversité. Donc, il faut donner d'autres canaux d'expression, que ça soit par le référendum. Effectivement, j'ai défendu une proposition au Sénat qui, malheureusement, n'a pas été votée par le Sénat, mais qui permettait de simplifier les référendums d'initiative de la part de la population et de permettre, actuellement, je travaille sur un texte que je vais déposer prochainement pour les conventions citoyennes, qui sont des conventions avec des personnes tirées au sort, qui ont été faites sur le climat, sur différents sujets, mais qui actuellement sont décidées uniquement par le président qui en fait ce qu'il veut. Moi, je veux que ça soit quelque chose de clair, qui soit dans la Constitution, que les citoyens peuvent saisir et qui ait un réel impact après au niveau de la décision. Je pense que c'est important de redonner la parole et d'autres moyens d'action à la population pour s'exprimer et décider de prendre des décisions publiques finalement. Donc une population qui ne se sent pas vraiment représentée ces dernières années. Je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la politique française. Et pour nous au Liban, et notamment pour les franco-libanais au Liban, ils ne savent plus à quel pays se rattacher, vu que l'instabilité, elle est partout. Est-ce que la politique française s'est-elle libanisée? Je ne sais pas si elle s'est libanisée, mais en tout cas, on est dans une configuration très particulière en France à l'heure actuelle, où on est dans un système qui est la Ve République, qui fonctionne avec 2 partis, avec le bipartisme, avec une majorité et une opposition. Actuellement, il n'y a plus de majorité. En fait, on n'est plus dans ce cadre-là. Donc, en fait, il y a 3. Alors, il y a la gauche, il y a les centristes, et il y a l'extrême droite. Il y a donc 3... et donc, on n'a pas l'habitude. Je veux dire, on est dans... Vous avez juste mis à la poubelle la droite républicaine. Oui, il y a la droite. Il y a une petite part de la droite républicaine, mais elle qui est entre les deux, qui est entre Macron et le RN. Et donc, on est justement dans une configuration politique où, n'ayant pas de majorité, on doit travailler différemment. C'est-à-dire qu'on doit travailler... Vous savez, la Ve République, à la base, il y a le gouvernement qui est très puissant, il reste puissant, qui décide... Et les parlementaires exécutent, parce qu'il y a une majorité souvent qui était très docile sous Emmanuel Macron quand il avait la majorité, qui exécutait les décisions gouvernementales finalement. C'est plus le cas. Maintenant, le pouvoir est au Parlement. Donc ça change complètement la donne, à tel point que ça oblige à avoir des discussions, des coalitions, essayer de trouver des terrains d'entente qui permettent d'avoir une majorité sur des sujets en fait. Actuellement, il y a le budget qui est débattu, où il y a des choses qui sont actuellement votées d'ailleurs, dans le cadre du budget. On verra au final si la configuration permet d'avoir un vote d'une certaine majorité par rapport à ce qu'il en sortira. Mais c'est un changement de culture politique pour la France qui est très important. Parce qu'on est sous la Ve République depuis 1958. C'est un nouveau mode de fonctionnement. Et les nouveaux modes de fonctionnement, ça prend un peu de temps avant vraiment de se mettre en place. Ça ne prend pas 2 mois, 3 mois. On est au début finalement d'un changement politique majeur. On va s'habituer à devoir discuter, débattre au niveau du Parlement. Mais certains diront... Dans un monde qui bouge aussi vite, avec des blocs qui se forment à travers le monde, que c'est trop long, que ça prend trop de temps d'avoir des parlementaires et qu'il faudrait peut-être avoir plus de pouvoir exécutif à la trempe peut-être. Est-ce que cette instabilité qui se crée parce qu'il y a ces parlementaires qui, donc 3 blocs, pas de majorité, tout, mais cette instabilité se crée, n'affaiblit pas la France ? Je pense qu'elle n'affaiblit pas la France. Elle affaiblit la France, justement, si les gens n'arrivent pas à s'entendre et à trouver des voies de consensus. Mais en fait, je pense qu'on a besoin de délibération. Moi, je pense plutôt le contraire. Plus on aura de la délibération,
plus on peut prendre en compte déjà ce que souhaite la population. Mais ces derniers temps, on peut voir le Parlement, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans, au sein même de l'Assemblée nationale, peut-être moins du Sénat, mais au sein même de l'Assemblée nationale, ils n'arrivent plus à se parler. C'est des invectives, c'est des insultes, c'est des prises de position parce qu'il faut faire le buzz sur les réseaux sociaux. Comment parler ? Ça peut être le plus. Ça ne concerne pas que la France, effectivement, ça peut être une dérive de nos sociétés actuelles, effectivement, où il peut y avoir une confrontation plus forte via les réseaux sociaux, peut-être une plus grande violence dans la vie politique. Moi, je pense qu'on peut être en désaccord très fortement et se respecter. On peut d'autant plus même promouvoir des idées en se respectant, en étant en désaccord. D'ailleurs, on fait partie d'une famille, et dans une famille, on peut avoir effectivement des désaccords, ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus partie de la famille. Au contraire, c'est ça aussi de faire partie d'une communauté, d'un pays, c'est de pouvoir avoir des moyens pour que nos désaccords soient tranchés et qu'après, on fasse société, on est tous ensemble. Et je pense qu'on n'a plus que jamais besoin de faire société, on n'a plus que jamais d'avoir besoin de débattre, de discussion et d'intégrer la population. D'où le fait, comme le Parlement est un peu gelé en quelque sorte, il est important justement d'autant plus d'avoir d'autres mécanismes pour déverrouiller. Il ne faut pas juste le Parlement. Je pense qu'il y a plein de propositions qui sont faites, démission du président, il y en a qui prônent la dissolution, le 49-3, mais on voit bien qu'il n'est pas pertinent parce que quand on n'a pas de majorité, on peut se faire renverser. Donc je pense que le 49-3, c'était assez brutal et finalement, c'est imposer des choses alors que les gens sont élus pour représenter la population. Donc c'est normal qu'ils soient présents ils représentent la diversité. Les parlementaires à l'heure actuelle, d'ailleurs, l'Assemblée nationale représente mieux qu'avant la diversité de la population telle qu'elle souhaite voter. Donc ça, c'est important. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'on change de culture politique et qu'on arrive à trouver des chemins qui permettent d'avoir un budget déjà. Ça, c'est essentiel, puisqu'il nous faut un budget avant la fin de l'année. Donc je souhaite que, moi, dans un sens qui soit dans le progrès social et fiscal, c'est les propositions qu'on fait. D'ailleurs, certaines sont reprises, donc ça, je m'en satisfais. Le débat se porte beaucoup par rapport à nos propositions actuellement, et c'est une bonne chose, parce que nous souhaitons redresser les comptes publics de la France, mais dans la justice fiscale et sociale, puisque dans notre pays, même quand on regarde globalement, au cours des dernières années, avec les crises pandémiques, Covid ou autres, il y a une partie de la population qui s'est encore plus enrichie que les autres, donc qui crée beaucoup d'inégalités. Et le peuple français est un peuple très égalitaire, qui a une passion égalitaire et qui souhaite et qui voit bien que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des gens on leur demande beaucoup d'efforts à eux, ils ne gagnent pas beaucoup, et on ne demande pas à ceux qui en ont. Et nous, ce qu'on défend, c'est que l'effort repose en priorité sur ceux qui ont le plus gagné ces dernières années. Je veux juste passer un peu plus maintenant sur la relation entre la France et le Liban. Considérant que dans quelques semaines, vous aurez un gouvernement stable, comment cette relation entre nos deux pays peut s'améliorer ? On sait que le Liban occupe une place à part dans le cœur des Français depuis des siècles, ou peut-être surtout depuis le général de Gaulle. Mais aujourd'hui, on a parfois le sentiment, notamment ces dernières années, que cette diplomatie française s'adresse plus à l'élite libanaise politique, que la France ne comprend plus vraiment la subtilité de la politique libanaise et que la population n'est plus prise en compte et qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'impact réel de cette France au Liban. Comment vous, en tant que sénateur de l'étranger, vous voyez ça ? Moi, je pense qu'on a beaucoup de liens, effectivement, avec les Libanais, et je le dis d'autant plus que moi, je représente une diaspora à travers le monde, et que les Libanais ont également une diaspora importante à travers le monde. Et je les rencontre aussi, les Libanais, dans nos écoles françaises, partout dans le monde. Et je pense que c'est ça qui montre qu'on a des liens très forts, en dehors de juste la relation entre nos deux pays, qui sont concrets, avec des gens qui travaillent ensemble, qui font du business ensemble, et à travers le monde, pas juste au Liban et en France. Et ça, je pense que c'est une force qui est sous-estimée et qui n'est pas suffisamment exploitée, parce que je pense qu'on a une relation effectivement de cœur, l'un et l'autre. Et moi, je défends effectivement, et vous avez tout à fait raison, pas une relation entre politique ou élite, mais avec les populations. Et ça peut se faire uniquement qu'à travers des programmes concrets, des messages qui sont envoyés. Moi, je défends par exemple un programme qui est ce que j'appelle l'Erasmus francophone. C'est-à-dire qu'Erasmus, c'est un programme d'échange qui était au sein de l'Union européenne, qui est toujours d'ailleurs, mais qui a beaucoup fonctionné, qui a participé à un sentiment d'appartenance à l'Union européenne chez les jeunes. Et moi, ce programme, je veux le faire dans la francophonie. Donc je pousse actuellement, il y a une ébauche de programme qui est en train de pousser, pour dire aux francophones et francophiles, il y a un programme qui vous permet de venir facilement en France
pour venir étudier, pour échanger, et inversement, parce que les choses vont dans les deux sens, pour mieux se connaître, pour également permettre de transmettre et après de pouvoir échanger ensemble au niveau culturel, au niveau du business. Je pense qu'il faut envoyer aussi un message à la population pour dire on veut travailler ensemble, on veut faire des choses ensemble, on veut travailler économiquement ensemble. Et ça se fait à travers des programmes, nous en tant que politiques, qu'on peut essayer de mettre en place à un niveau important pour que ça puisse avoir une réalité concrète dans la vie des gens. Et ça, je pense que c'est des choses comme ça qui permettront justement, à travers la société civile, de travailler directement entre les populations et pas juste dans des relations, comme vous le dites, de l'élite, en quelque sorte. On a tendance à voir la présence, vous avez parlé de la francophonie, mais c'est souvent d'éducation, de la culture, du soutien à l'éducation, du soutien à la culture au Liban. Mais on va pas se mentir, la francophonie est en train de perdre sa place au Liban et dans le monde. Vous êtes président du groupe d'études francophones au sein du Sénat. Aujourd'hui, comment sauver cette francophonie en France, au Liban et à travers le monde? Oui, c'est un très bon sujet, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai fait un rapport il y a un an qui fait tout un tas de propositions pour le renforcer. Moi, je pars du principe que la France a une politique extérieure importante, à travers ses écoles, à travers beaucoup d'investissements. On voit la situation financière de la France aussi, qui est compliquée actuellement, avec un déficit important. Et je pense qu'il faut démultiplier. C'est-à-dire que certaines choses qu'on a mis en place devraient être faites avec d'autres pays, de manière concertée et de manière plus de collaboration, en quelque sorte, pour faire pas des programmes qui sont des programmes de la France, mais qui soient des programmes de la francophonie, en partenariat. Et à mon avis, ça sera beaucoup... Par exemple, je pense ouvrir nos instituts culturels, les alliances françaises, un copilotage, aussi bien financier que des programmations. Moi, je pense qu'il faut mettre en place, finalement, tout ce qui est nos programmes extérieurs, des programmes francophones, de rayonnement francophone. Et ça, c'est fondamental. Je pense ça va attirer encore, le français attire encore. Parce que, comme vous dites, on a quand même une langue qui reste très importante. On est à peu près 300 millions de francophones. Et malgré ça, on évalue à peu près à 700 millions le nombre de francophones. Donc, en fait, ça reste une langue mondiale, malgré tout. Il y a l'anglais. Et le français, ça permet aussi de commercer, d'échanger culturellement. Alors, maîtriser plusieurs langues, c'est un bien, mais maîtriser le français, c'est un plus aussi. Quand on va dans certains pays, justement, qu'on puisse parler cette langue, c'est un avantage. Et il faut que les francophones aient conscience que c'est un avantage de parler plusieurs langues, de parler le français. Et quand on défend la francophonie, on ne défend pas que le français, on défend la diversité culturelle des langues face à une hégémonie d'une seule langue. Parce que la diversité culturelle, c'est important, parce que c'est une manière de penser le monde, c'est une manière d'échanger qui est différente, et c'est ce qui fait la richesse sur notre planète. Et ça, il faut le défendre. Et quand on est francophone, on défend la diversité linguistique, et pas juste le français, on défend toutes les autres langues. Et contre l'hégémonie d'une seule, qui est en général l'anglais. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qu'il faut que chaque francophone ait conscience. Il ne défend pas que sa langue quand il défend le français, il défend aussi toutes les autres langues et la diversité linguistique, qui est notre richesse. J'aimerais terminer sur une dernière question. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à jeunes Français, ou franco-libanais ou Français du Liban? Qu'est-ce que vous lui dites quand il vous regarde, quand il voit le monde, quand il voit son pays d'attache, son pays de résidence? Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Moi, je lui dis qu'en fait, rien n'est jamais joué d'avance. Tout peut toujours changer, puisque ce qui est défait ou fait par les hommes peuvent être faits ou défaits. Donc, en fait, il faut avoir de l'espoir. Il y a plein de choses qui sont magnifiques, parce que souvent, malheureusement, même des fois dans les médias, on ne parle que de choses négatives. Et moi, quand je me déplace, je vois plein de choses qui sont créées, plein de gens qui essayent de faire des choses différentes dans tous les domaines, que ce soit économique. Donc peut-être plus valoriser ça pour montrer ces exemples-là à la population en me disant non, il y a des choses qui sont possibles. Tu as la possibilité également de faire des choses que tu aimes, de créer des choses. Les situations des fois sont difficiles, mais moi je pense que quand on est élu, on doit tout faire pour que la population ait le maximum de chances de pouvoir mener la vie qu'elle souhaite mener. Ça, c'est le rôle qu'on doit constamment se battre pour améliorer la situation de nos populations que nous représentons. Ça, c'est essentiel. Et pour leur permettre d'être libres, en fait, de pouvoir décider de mener la vie qu'ils souhaitent mener. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas pire que de se dire, justement, surtout quand on est jeune, je ne vois aucun avenir. Ça, c'est la chose la plus terrible. Il faut offrir
un avenir à toute cette jeunesse qui a plein d'idées, qui fourmille de force, d'énergie et qui nous booste nous-mêmes d'ailleurs pour qu'on puisse justement avancer. Merci Yann Chantriel, merci d'être parmi nous, sénateur des Français de l'étranger. Et merci à vous aussi de nous regarder tous les jours de plus en plus. Restez connectés sur notre site web et sur toutes les plateformes, sur nos réseaux sociaux.